Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Genoux devant un cheval qui pose son... Je suis à genoux, hein, vraiment, hein, mais en larmes, qui pose son museau sur ma tête. Je sens son souffle, là, sa puissance, en fait. Ah non, mais... Et la vie qui se traverse et qui nous traverse. Et une espèce de... Un grand oui, une grande acceptation de la vie, en fait. Et il y a des moments comme ça, absolument... merveilleux, incroyable. De grâce. Bienvenue, merci d'être avec nous, merci d'accueillir sur ces canapés celui que vous avez peut-être découvert un certain mois de décembre. On était en 2020 pour tout vous dire, donc c'était post-Covid. Et on avait partagé en visio à l'époque, parce qu'on ne faisait que les émissions en visio, son parcours de vie et son histoire que je trouve absolument phénoménale et en tout cas très inspirante. Et j'ai vraiment à cœur de le recevoir une nouvelle fois sur le canapé. Il s'appelle Nicolas. Nicolas Lebêtre, il est là sur le canapé. Salut Nicolas. Bonjour Marc, merci de m'accueillir. Quel bonheur de vous recevoir et je garde un tellement bon souvenir de cette émission qui m'avait d'ailleurs profondément ému. Avec notamment la sortie de ce livre qui était édité, qui est toujours édité chez Le Courrier du Livre. Oui, oui, tout à fait. Voilà, Ils l'ont réédité par bonheur 5 ans après. Surmonter ses peurs et changer de vie. Alors s'il y a bien quelqu'un qui est archi légitime pour parler de cette thématique de surmonter ses peurs et changer de vie, c'est sans doute une thématique qui revient le plus souvent dans ceux qui nous regardent et qui se disent « ça va pas comme ci » ou « je me sens pas comme ça » ou « je suis pas tout à fait à ma place, je sais qu'il faut que je change », mais qui restent conditionnés dans ces peurs, dans leurs peurs ou dans leur zone de confort. Oui, tout à fait. Ça a été le cas pour vous? Oui, complètement. Il a fallu que je saute le pas un jour, mais c'était une évidence en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai eu la certitude un jour en me réveillant que si je continuais comme ça, j'allais mourir. Bon, bah, c'était une éventualité, hein, bon, pourquoi pas. Mais comme la vie me plaisait plutôt bien, je trouvais qu'il y avait pas mal de choses sympas à vivre. Bon, bah, j'ai eu un choix, en fait, vivre ou mourir. Puis je me suis dit, bah, je vais vivre, mais par contre, si je veux vivre, bah, il faut que j'arrête tout. Mais ça a été une évidence absolue, en fait. Alors maintenant, avec le recul, c'est une évidence. Ouais, mais sauf que sur l'instant, la décision a été évidente, la mise en mouvement l'a été, ça a mis du temps à se concrétiser, mais sur le principe, il y a eu beaucoup de doutes évidemment, j'ai été envahi par le doute, mais pas sur la décision elle-même. Vous allez voir justement l'histoire, on va reprendre ça de manière très chronologique parce que vous étiez notaire. Et on connaît le statut de notaire, surtout quand on est dans un petit village, entre Dinan et Saint-Malo. Oui, exactement. Dans un petit village. Donc, le statut de notaire, c'est comme un avocat, c'est comme un médecin. Il y a
Ouais, oui, un statut, tout à fait. il y a une popularité dans le. J'ai jamais, j'ai jamais surfé là-dessus. Ça a jamais ça été existe. mon énorme kiff, mais C'est le notaire du village. Je connaissais tout le monde, ou tout le monde me connaissait, et ça nourrissait un ego blessé en moi, bien sûr. évidemment. Et oui, j'aimais notamment ce métier pour ça, de connaître du monde et de voir tout le monde, en fait. Bon, et vous avez vrillé à un moment donné, puisque vous allez devenir thérapeute, et on va voir comment. Vous êtes resté près de 15 ans? Ouais, je suis resté 14 ans notaire installé à mon compte, en fait, plus 6 ans ou 7 ans en tant que salarié, plus les études qui sont assez longues, en tout 25 ans dans le droit, quoi. Alors, il y a une phrase qui est incroyable et que j'ai ressortie d'ailleurs du premier entretien qu'on avait eu ensemble. Vous dites, le métier de notaire, vous vous souvenez de cette phrase que je vais dire derrière ou pas? Je pense m'en souvenir, ouais. Vous dites, le métier de notaire, écoutez bien, oui. C'est amour, haine, argent, propriété, pouvoir, rancœur, vengeance, mauvaise foi. Je suis, écoutez bien, tous les jours, le témoin de ce que la nature porte de plus abject. Ça, c'est ami notaire. Bonjour. Ouais, ça fait partie des difficultés. C'est vrai, quand on dit aux gens qu'on est notaire et qu'on est stressé, les gens ne comprennent pas au départ. Comment ça, vous êtes stressé? C'est un métier facile où on gagne. Bon, comme c'est un métier où on gagne très bien sa vie, alors c'est facile. Non, ce serait facile. Oui, ça reste une entreprise, ça reste une entreprise, voilà. Et puis ça reste de l'humain. Et puis de l'humain en permanence. Ouais, vous passez d'une vente immobilière à un divorce, à une succession, un montage de société, que sais-je. Et derrière, à chaque fois, un statut juridique, il y a des êtres humains, une émotion, des difficultés. Et moi, j'avais pas encore compris à cette époque-là que j'étais quelqu'un d'hypersensible, ou de sensible tout simplement. Et du coup, je faisais pas mal éponge, en fait. Donc je prenais pour moi les difficultés des autres, et je m'évertuais à essayer de faire en sorte qu'ils sortent de chez moi avec le sourire aux lèvres. Je dépassais totalement mon rôle. Bon, en tout cas, de mauvais élèves à notaire. Ouais. C'est pas mal, l'évolution était positive. Ouais, ce qui n'a jamais... Je n'ai fait que creuser le trou de la détestation de moi-même, parce que j'étais mauvais élève, mais c'est pas parce que j'ai eu mon diplôme de notaire que je me suis considéré comme un bon élève, en fait. Et pourtant, c'est Bac+7. Mais voilà, j'ai détesté l'école. J'ai commencé à aimer à peu près l'école quand je suis rentré à la fac, parce que je faisais ce que je voulais et personne ne me disait ce que je devais faire et où aller. Alors, ce qui est étonnant de cette époque de fac et d'école, c'est que vous dites que on a le sentiment qu'il y a déjà un premier mal-être quelque part, parce que vous aviez besoin de sortir un peu dans l'excès, 2-3 beuveries avec les copains. Plus que 2-3 beuveries, c'était... Donc ça dénote quand même déjà quelque chose qui ne va pas. J'étais assez... porté sur certaines addictions, tabac et alcool. Voilà, alors je me trouvais fêtard, donc je m'accordais des circonstances atténuantes. Mais oui, ça me permettait de noyer certainement pas mal de choses, mon chagrin intérieur, la détestation de moi-même, etc. Enfin bref, des trucs que j'essayais de cacher, de maintenir à distance. Et en plus, comme j'étais plutôt assez timide, l'alcool, qui est un désinhibiteur, m'a permis de sortir de ma timidité. Alors c'est un poison abominable, mais entre guillemets, grâce à l'alcool, j'ai réussi à déconner, à parler, à m'exprimer, vous lâcher un peu, à me lâcher, ce qui était c'est un leurre, on est bien d'accord, mais ça m'a permis au tout début, en tout cas, de faire croire que tout allait bien. Que tout allait bien. Alors, quand on a enregistré la première émission en décembre 2020, le livre venait de sortir. Donc, retracer son parcours de vie, en parler, c'était un peu dans le bain, dans le jus, puisque le livre arrivait. 5 ans plus tard, reparler de cette histoire, reparler de ses addictions, reparler de ses travers, est-ce que c'est simple ou est-ce que ça vous paraît tout autre monde? Non, c'est assez simple pour moi. J'ai l'impression plus facile. Ça fait naître moins d'émotions. Alors peut-être qu'il va y en avoir à un moment ou à un autre. Même si je suis très à l'aise avec mes émotions, j'ai pas de problème de pleurer en public. Mais quand je pleure, j'ai la gorge coincée, donc c'est un petit peu embêtant dans une émission. Non, je suis assez à l'aise avec ça.
Je suis très content d'avoir fait ça. Enfin, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert, en fait. Ouais. Je dis souvent ça, le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est un burn-out. Alors, sur le coup, non. Évidemment, ça a été un tsunami intérieur et une déflagration telle que bah, voilà, j'ai cru mourir. Donc, c'était pas léger, quoi. Et avec des dommages collatéraux pour le... Et avec des dommages collatéraux pour la famille, évidemment. Bien sûr, bien parce sûr. que j'ai 4 enfants et qui, à l'époque, étaient plutôt petits. Une épouse psy. Et une épouse psy, ouais. Et du coup, bah, voilà, il a fallu... Et elle sent pas la pente glissante. Non, alors, voilà, depuis toujours, elle cherchait à me faire parler de moi et de mes fractures et de mes... Voilà, moi, j'ai une blessure de fuyant, donc je me mets dans ma carapace et dans ma bulle quand je vais pas bien. Donc, s'exprimer soi, exprimer les émotions. Mais c'est compliqué quand on n'a pas été habitué. Je vois ça, moi, tous les jours dans mon cabinet, en fait, hein, quand je reçois les gens. C'est de savoir exprimer des émotions, d'abord de le sentir en soi, en fait, et de faire une alliance avec nos émotions. C'est super difficile, en fait, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Moi, je pleurais très peu, ou alors quand je pleurais, c'était tout seul à 4 heures du matin en finissant ma bouteille de je ne sais quoi et en fumant ma dernière cigarette. Mais je savais pas pourquoi je pleurais. Je savais pas quel était ce mal-être intérieur. Mais en fait, je m'étais construit comme beaucoup d'êtres humains sur des fondations qui n'étaient pas stables. Et puis, je me connaissais pas. Et du coup, bah, ce parcours-là m'a permis de me connaître, même s'il est loin d'être terminé. Je suis loin d'avoir fermé toutes les portes et ouvert toutes celles que j'aimerais ouvrir. Mais le work in progress. Bon, alors, ça, c'est incroyable. Et ce qui est vraiment d'autant plus incroyable, c'est que quand on parlait de synchronicité, de choses comme ça, tout ça, ça n'évoquait rien. Rien du Pour vous, tout. la spiritualité n'avait aucun sens, que vous associez plus à la religion. Ouais, tout à fait. Donc ça n'avait aucun intérêt. Pourtant, à partir du moment où vous arrivez à comprendre qu'il y a un mal-être chez vous, il va se mettre en place, l'univers met en place des rencontres, des synchronicités et des choses qui vont complètement bouleverser votre vie. C'est complètement bluffant. J'ai toujours estimé, c'est une de mes grandes chances, que j'étais plutôt quelqu'un de chanceux, en fait. Alors du coup, ça me permet de surfer sur la vague. Et dès que j'ai acté le fait qu'il fallait que j'arrête mon métier, mais il y a tout de suite eu des portes qui se sont ouvertes pour me présenter autre chose, en fait. Alors comme j'ai pas les deux pieds dans le même sabot, j'ai plutôt tendance à foncer. Si vous me proposez un bouquin, je vais tout de suite l'acheter pour le lire, par exemple. Et du coup, bah, ma psy de l'époque me dit tiens, il y a une formation qui pourrait vous intéresser, ça s'appelle la thérapie IFS, Internal Family Systems. Et dès le soir même, je dis à ma femme que j'arrête mon métier. Et le soir même, je vais sur le site de cette formation. Je m'inscris immédiatement. Mais il va y avoir plein de choses comme ça qui vont se mettre en place. Sauf que, quand vous décidez effectivement il faut l'annoncer à votre femme quand même. Ouais, alors l'annonce, parce que je dis ça comme ça. Attends. Il faut lui dire quand même qu'à un moment donné, vous voulez arrêter votre officine. On appelle ça une... Ouais, office de notaire. Un office de notaire. Vous voulez arrêter donc, le truc de notaire. Il s'avère que la conjoncture, au moment où vous décidez d'arrêter, n'est pas très très bonne. C'est clair. Hein, parce que l'immobilier est en chute libre, entre autres. Donc, il va falloir que vous preniez des décisions au sein de vos équipes pour licencier des gens, ce qui est une infamie. Une horreur absolue. Pour vous, c'est quelque chose que vous ne supportez pas. Donc, tout quand même concorde pour qu'il faut lâcher cette histoire de job de notaire. Ouais. Et puis, au moment où je vais lui dire, je veux que ce soit entendu, quoi. Je veux pas que ce soit un petit ouais, ça va aller mieux demain ou un truc comme ça. Mais alors on aurait pu se dire. Sauf que moi je peux plus parler. Je suis incapable de dire un mot sans me mettre à pleurer. Si je peux parler de donation entre époux ou de société civile immobilière, mais voilà, j'arrive à parler des sujets qui sont externes à mes émotions. Mais dès que je commence à parler de moi, je m'effondre et il n'y a plus rien qui sort. Donc le seul moyen de lui dire les choses, je lui ai écrites dans une lettre. Dans une lettre. Mais je lui ai pas remis en main propre. Dans une lettre que vous allez mettre dans la boîte à gants de sa bagnole. Ouais. Bah ouais, courage Fillon. C'était ma façon à moi. Et je lui ai envoyé un SMS en disant il y a un truc dans ta boîte à gants. Ouais, c'était chaud quoi. Bah ouais, c'est entre prendre une décision quand on est seul et que ça impacte que soi-même, c'est déjà pas facile. Ouais.
quand on prend une décision qui impacte soi-même, mais aussi la famille, les petits, etc. Mais dans la lettre, en résumé, vous en lui plus, dites... je pars en sucette, moi. C'est-à-dire que je veux partir ailleurs, en fait. Je suis un vrai fuyant, donc je me dis, allez, on va aller vivre au Canada, il paraît que c'est mieux. Ça. Ou en Asie, à Bali. Et pour être comédien. Oui, je voulais être... Voilà, je me suis dit, tiens, je pourrais m'inscrire au cours Florent. Mais à la rigueur, pourquoi pas? Non, mais bien sûr. J'aurais pu avoir un talent caché. Je fais du théâtre. Les gens me disent que je me débrouille plutôt pas mal. Enfin, entre se débrouiller pas mal et faire carrière. Et faire carrière, c'est sûr il y a quand même un gros gap, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Alors, parce qu'en fait, dans la lettre, j'ai cru comprendre que vous lui faites comprendre à votre épouse que c'est comme ça et c'est pas autrement. Ah oui, je laisse pas le choix, ouais. Ah oui, pour moi, la décision, elle est ferme et irrévocable, avec ou sans elle, en fait. C'est-à-dire que c'est à prendre ou à laisser. Donc, elle accepte, elle accepte le bonhomme comme ça. Elle refuse. Moi, en fait, le truc, c'est, je me dis, je préfère que mes enfants aient un papa vivant et qu'ils fassent autre chose que pas de papa du tout, quoi. Est-ce que le fait de... C'est plus simple de le faire par écrit, le principe de la lettre? Mais en fait, c'était pas possible oralement. En fait, j'ai fait ça, c'est sous l'injonction, la proposition de ma psy de l'époque. Marisa. Non, c'était pas Marisa. C'était Françoise. Ouais. C'est Françoise. Marisa, je vais la voir un petit peu après, oui. Mais je vais la faire sous... voilà, à chaque fois que je parle de ça, je m'effondre et je sanglote, je peux plus, je me noie dans mes larmes, en fait. Donc, elle me dit, il va falloir l'annoncer à votre femme. Mais je peux pas, ça ne sort pas, en fait. Je fais que pleurer. Donc, à un moment, il faut l'écrire. Donc, elle me dit, on va commencer à écrire le truc. Donc, je lui fais un premier jet, quoi. Et puis, je viens la voir 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, je ne sais plus. Et puis, au fur et à mesure, on construit la lettre à 2. Mais ce que j'arrive pas à comprendre aussi, c'est que le fait d'y aller 2 fois par semaine, votre épouse sait que vous allez voir une psy 2 fois par semaine. Je suis même pas sûr. Ah non, elle savait pas? Ah non, peut-être, mais même pas. Non, je dis rien, en fait. Okay. Mais non, je garde tout pour moi. Elle voit bien que je vais pas bien, quoi. Que je m'enferme, mais ça, j'ai souvent été comme ça, donc c'est pas... Oui, c'est plus un trait de caractère. Alors après, peut-être, oui, dans mon fonctionnement classique, où je peux avoir des moments où je suis un peu plus en colère, des choses comme ça, ce qui est pas... ce qui n'est pas tout à fait moi, en fait. Je sors un petit peu de mes travers habituels, en fait. Donc... elle va chercher la lettre. Non, je me tais, moi je dis rien. Mais non, parce que y a comme une grande phrase qui veut que t'as tout pour être heureux, quoi. Qu'est-ce que t'as un toit sur la tête et il est joli. Il y a la vue sur la Rance en bas de la maison. Il y a une famille, des enfants, tout le monde va bien, un beau boulot, une reconnaissance sociale. Donc c'est génial, merveilleux la vie. De quoi te plains-tu? Mais tu te tais surtout et puis regarde, allume ta télé ou ta radio et tu vas voir que l'enfer il est partout. Donc t'es gentil, tu te tais. Et moi, je vais intégrer ça et je trouvais ça légitime. Sauf que c'est pas parce qu'il y a du malheur et des outrages faits aux autres humains que j'ai pas le droit, moi, d'avoir mes propres blessures. Et puis, je me rends compte aujourd'hui que plus on va à la rencontre de nos failles, de nos faiblesses, mais plus on se rend service à soi-même, mais à l'humanité tout entière, en fait. Si tous les hommes, tous les garçons pouvaient aller faire ce pas vers eux-mêmes, l'humanité irait mieux, notamment pour les femmes. Ouais. Entre autres. Entre autres, ouais. La relation homme-femme serait plus Donc harmonieuse. cette psy vous conseille d'écrire. Ouais. Vous faites cette lettre, vous la déposez dans la boîte à gants, elle va lire la lettre, sa réaction. Elle est figée. Figée, c'est-à-dire elle n'en revient pas, quoi. Elle n'en revient pas et plusieurs années encore plus tard, je pense qu'elle était complètement sur le cul, quoi. C'est pas possible. Mais en plus, le truc, c'était que ma solution, c'était, j'avais des solutions un peu délirantes, quoi. Je vais tout arrêter, puis on va partir faire le tour du monde en bateau. Il faut de l'argent. Et puis elle venait de s'installer comme psy à l'époque. C'était en début 2013. Ça faisait quelques mois qu'elle était installée en libéral.
Donc elle me dit, mais il en est hors de question. Enfin, pour moi, il en est hors de question. Donc, non, elle est sous le choc. Ouais. Et d'ailleurs, le sujet va être un non-sujet pendant très longtemps, en fait. Et vous auriez pu envisager la séparation? Ah, moi, c'était... Enfin, c'était pas... c'était intégré à l'intérieur de moi. Ouais, je pense. Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr. Ah ouais, non, elle m'aurait dit, mais moi, je veux pas que tu arrêtes ton métier. Je lui dis, on peut pas faire autrement, en fait. Parce que moi, j'étais sûr que j'allais me viander en bagnole. J'étais absolument pas suicidaire. Hein. Mais j'étais sûr que j'allais avoir une maladie ou que j'allais me vautrer en voiture. C'était une évidence. Donc, moi, j'avais pas envie de mourir, quoi. Donc, j'aurais pu tout à fait comprendre qu'elle soit pas OK. C'était son droit le plus strict. Mais à ce moment-là, nos chemins étaient plus faits pour être en parallèle, quoi. Alors là, on est en 2013. Ouais. Et cette psy, Françoise, vous suggère d'aller voir. Là, on rentre dans une dimension beaucoup plus spirituelle. Clairement. Ce que vous appelez un ange. Ouais, Marisa, ouais, c'est Marisa qui s'appelle Marisa, ouais. C'est une médium. Ouais, elle fait moi je dis qu'elle fait de la lecture d'âme, mais je saurais pas trop comment la définir. Alors, pour quelqu'un mais je sais pas qui je vais voir, en fait. La spiritualité n'existe pas, enfin en tout cas n'a aucune notion. Ouais. C'est étonnant d'arriver chez elle. Mais quand Françoise m'en parle, je lui demande même pas qui c'est. Elle me dit juste, vous pourriez aller voir cette dame-là, elle peut vous apporter des informations. Je prends rendez-vous dans la seconde qui suit. Et sans savoir, moi, je lui fais confiance, j'y vais, quoi. Bon, déjà, dans la salle d'attente, il y a des revues que je comprends pas trop. Et puis, voilà, elle cible le bonhomme immédiatement. Alors moi, je fonds en larmes en permanence parce qu'elle est en train de me parler de moi alors qu'elle m'a jamais vu. Ouais. Elle sait pas qui je suis. Elle me dit, oui, vous continuez comme ça, vous êtes mort dans pas longtemps, vous êtes à bout, c'est plus possible. Et puis surtout, elle me dit, mais vous êtes fait pour le soin, quoi. Vous êtes un guérisseur, vous êtes... un médecin de l'âme. Médecin de l'âme, elle me dit, mais j'en ai encore des frissons, là. C'est extraordinaire. Ça, c'est merveilleux. Mais je me rappelle d'être sorti de ce rendez-vous avec une niaque et une patate. C'est-à-dire que j'étais en train de fermer une porte et il y a une autre porte qui s'ouvrait. Mais vous n'avez jamais évoqué jusqu'à présent le fait de devenir accompagnant ou soignant ou quoi que ce soit. On parle de comédien, on parle d'arrêter... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le contact avec les autres. Quand j'étais plus jeune, je rêvais, quand j'étais gamin, de devenir médecin comme mon père, mais vu les notes que j'avais à l'école, j'aurais pas fait long feu en première année de médecine. J'aurais peut-être passé les 15 premiers jours et encore. Donc, quand elle vous dit ça vous impacte direct, donc. Mais en fait, il y a comme une certitude intérieure que ce qu'elle me dit, ça match, quoi. C'est une évidence, ça me nourrit. Et puis, quelques semaines avant, je me suis inscrit à cette formation en thérapie IFS. Donc, l'univers vient me dire, OK, bingo, t'y es, quoi. Bon, alors t'y es, c'est pas vraiment comme ça que ça va se passer, parce que la petite histoire va durer 4 ans. Mais le train est en marche. Le train est en marche. En tout cas, il y a eu un déclic à ce moment-là. Ouais, et puis oui, ce qui est bluffant, c'est de rencontrer cette femme qui est d'une douceur absolue, qui met des mots sur moi sans qu'elle me connaisse. Et pourquoi c'était évident, pourquoi ça matchait en moi, c'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre du non-visible. Sauf qu'à l'époque, moi, ça ne me parlait pas. Mais là, d'entrée de jeu, je rentre dans un monde qui du jour au lendemain, existe. Et alors, quand tu disais que il y a des moments dans la vie où il y a des synchronicités et des rencontres qui bouleversent les choses. 1, Françoise la psy. 2, Marisa. Et Marisa qui vous envoie encore chez quelqu'un d'autre. Chez Christine. Chez Christine qui, elle, est une médium. Ouais, tout à fait. Coach médium. Ouais, coach médium, ouais. Et ça, on est en 2015. Hein. Ouais. Et alors, un truc, c'est qu'elle est experte comptable. À l'origine, elle est expert comptable. Ouais. Oui, donc, du coup, voilà, je tombe pas sur des illuminés, quoi. Moi, je suis quelqu'un de cartésien, et je trouve qu'on peut tout à fait être la tête dans les étoiles en étant cartésien, et c'est ce que je suis profondément aujourd'hui.
Mais on est d'autant plus la tête dans les étoiles quand on est bien ancré, en fait. Et je tombe sur des gens, voilà, experts comptables pendant, je sais plus, 10-15 ans, facile. Et aujourd'hui, coach médiumnique qui discute avec l'invisible. Voilà, moi, je les vois pas, mais quand elle m'en parle... Aujourd'hui, je comprends mieux parce que je connais mieux les réactions de mon corps, mais moi, mon corps m'envoie des infos et notamment la justesse d'une info, c'est des frissons, quoi. C'est très kinesthésique, en fait. Ouais, c'est très. Ouais, moi, je suis assez kinesthésique, donc ça valide les infos. Et puis surtout, ça me botte, ça me plaît, c'est évident, c'est chouette, ça me nourrit, ça me met de la joie. Ce qui voilà, quand je me suis dit, tiens, je vais faire la fac de droit, je vais pas sauter en l'air, quoi. Je me suis pas dit, waouh, ça va être fantastique. Et voilà, même si j'ai pas détesté ce que j'y ai fait, j'ai aimé apprendre ce que j'ai appris, mais c'était plutôt dans la contrainte et dans le dur. Et quand j'ai commencé mes formations en thérapie IFS, puis après de l'hypnose, puis après j'ai fait pas mal de formations, à chaque fois que j'y allais, c'était simple, c'était fluide, j'avais pas à relire mes notes, ça coulait tout seul, c'est comme de l'eau de source, quoi. Il n'y avait aucune contrainte. Et qu'est-ce qu'elle vous apprend alors, cette Christine ? Christine, elle valide tout ce que... Parce qu'en fait, le processus qui est en cours, le fait est que moi, au moment où je décide de changer de vie, quand on est notaire, en fait, on est officier ministériel, donc on est nommé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et du coup, on est démissionné par le même garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et il y a tout un parcours, alors ça a changé depuis, mais il y a tout un parcours un peu complexe pour acheter une étude, mais aussi pour la vendre. Et au moment où moi, je décide de sortir, il y a à ce moment-là un projet de loi qui vise à remanier l'entrée dans la profession. Et du coup, toutes les sessions d'office sont gelées. Donc moi, je signe un protocole à l'époque de session, un compromis, quoi. Et on me dit, bah, stop, hein, c'est fini, tu peux déchirer ton compromis parce que la formation étant en passe de se transformer, de changer beaucoup, bah, toutes les sessions sont gelées. Et du coup, je me retrouve en prison. Alors c'est une prison dorée, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est horrible. Horrible. J'ai l'impression d'être dans une armure et qu'on m'empêche de sortir. Donc, j'essaye de sortir par la porte, par la fenêtre. Enfin, je vis des moments insupportables. C'est-à-dire que je me sens attiré par un monde et puis je commence à me former. Donc, je vais des semaines à Paris pour me former. Ça me plaît. J'ai un kiff énorme. Je sors des cryptes émotionnelles de fou. Je passe des journées à pleurer. Et d'un autre côté, je me retrouve coincé dans mon métier de notaire. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça, quoi. C'est quoi le message ? C'est quoi le message ? La compréhension, je l'aurai plusieurs années plus tard, au moment où je vais enfin lâcher prise, en fait. Au moment où je vais faire la paix avec moi, avec le notaire en moi. Comment vous avez fait ça ? Oh bah, les formations ont été très thérapeutiques. Hein. J'ai vraiment vidé un paquet de trucs. Et puis, je suivais une thérapie par la même occasion. Donc... Et puis, ce que je croyais, la thérapie IFS a ça de merveilleux, c'est qu'on va au contact de ce qu'on appelle l'exilé, c'est-à-dire l'être en nous, le petit garçon ou la petite fille qui porte le fardeau. Le fardeau, c'est la croyance erronée, en fait. Je suis nul, je suis un con, je vaux rien. Vous avez dit ça toute votre vie. Ah, mais ouais, je suis nul, con, tordu. Je suis un connard fini. Ou un sale connard. Ouais, voilà ce que vous... c'est ce que vous dites en permanence. Je ne trouvais aucun intérêt. La flagellation. Ah ouais, c'est de l'autoflagellation. Ouais. Mais le truc, c'est que cette croyance, ce fardeau est porté par l'enfant intérieur, en fait. Comme l'enfant qui porte un sac de cailloux abominable. Et tant qu'on n'a pas été à la rencontre de cet enfant intérieur pour qu'il se libère de cette croyance, de ce fardeau, qui parfois est transgénérationnel, évidemment, bah, le truc reste, en fait. C'est-à-dire que je pouvais aligner tous les diplômes, hein, parce qu'en plus de mon diplôme de notaire, j'en ai passé d'autres. J'ai un diplôme de gestion de patrimoine, j'ai un diplôme universitaire. J'ai toujours été très mauvais en gestion de patrimoine. Mais, j'ai le diplôme. Donc, mais ça me servait à rien. J'aurais pu être cosmonaute. J'aurais pu avoir le plus beau métier du monde. Je me serais toujours trouvé con, en fait. Et dans les approches du transgénérationnel, est-ce que vous êtes allé chercher, justement ?
s'il y avait du transgénérationnel? Oui, bien sûr qu'il y en avait, il y en a toujours de toute façon. Enfin, vu que c'est multiple et j'ai pu m'en apercevoir après, évidemment que ce que je portais en moi venait aussi de ce que portaient mes parents, mes grands-parents, etc. Et que d'incriminer qui que ce soit là-dedans n'a pas grand intérêt. Parce que c'était un truc de famille. Hein, Ouais, c'était assez. Les synchronicités aussi, quand je me suis installé comme notaire, étaient assez bluffantes. Ouais. En fait, c'est-à-dire que les portes se sont ouvertes pour que j'aille vers ce métier-là. En fait, il y avait zéro erreur dans ce parcours. Il fallait passer par là. Quel est le parcours après? Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est amusant, c'est amusant, pas toujours, on est bien d'accord, on va se frotter sur les bords de notre univers intérieur jusqu'à se dire, là, ça frotte dur, ça fait mal quand même, je suis en train de me râper la peau. Peut-être essayer de me réaligner un peu différemment pour aller sur un chemin qui me convient. Et c'est vrai que moi, j'essaye tant que faire se peut, de tirer les ficelles de ce qu'on me propose. Donc après, il y a eu d'autres formations qui se sont présentées. Depuis, j'ai rencontré les chevaux et ça a été une autre découverte extraordinaire. Voilà, je construis mon monde comme ça. Alors, il y a une anecdote que j'aime beaucoup et qui me rappelle un petit peu l'anecdote de la création d'ABC. J'en parlerai tout à l'heure, mais en ce qui vous concerne, il y a cette anecdote où vous êtes invité chez des amis, parce que vous êtes en pleine phase de doute quand même, encore, en se disant j'y vais pas, je fais ces formations, mais est-ce que c'est bien raisonnable? On peut imaginer qu'il y a quand même des phases de doute. Et vous êtes invité à prendre un verre chez des amis, et là vous êtes installé sur une chaise. C'est énorme, ouais. C'est bluffant. Alors c'est pas chez des amis en plus, c'est chez des clients à l'époque. Okay. Je viens de leur vendre une maison. Et on a super matché, on a dû parler 10 minutes de la vente de la maison et puis 2 heures de ce qu'ils faisaient dans la vie et de qui ils étaient, de leurs énergies, enfin j'adore. Quelques semaines avant, j'ai rencontré cette Christine et qui me dit voilà, thérapie IFS, génial, super, ça vous a permis de vous nettoyer, mais il vous faut une formation carte de visite en fait pour que vous puissiez une validation et un truc qui soit aussi connu quoi. Je sais pas moi, qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, je suis invité à l'apéro, ce que je ne faisais jamais. J'allais très rarement, j'étais rarement invité chez des clients. Et là, je m'installe, on me dit, tiens, mets-toi là. Et à côté de moi, j'ai un bouquin d'Olivier Lockert, le créateur de l'hypnose humaniste, sur l'hypnose humaniste, justement. Et je tourne la tête, je vois le truc, et je dis, bon, ça y est, c'est ça. Voilà, je vais me former en hypnose. Et donc, le lendemain, j'appelle l'IFHE, l'école d'Olivier Lockert, et je m'inscris à l'IFHE. C'est ça qui est extraordinaire. Là, quand il y a... Ouais, oui, quand c'est aussi simple, quand ça rayonne et quand ça résonne aussi simplement... Les gens qu'on vous met, parce que même dans cette douleur, dans ces épreuves, dans ces doutes, dans ces contrariétés, dans ces peurs, c'est le thème du livre, hein, surmonter ses peurs et changer de vie, il y a quand même des gens qu'on met sur votre parcours... Entre Maritza, entre Françoise, entre Christine, entre ce livre qui débarque à côté de vous. C'est assez bluffant. Hein. C'est bluffant. Alors, juste pour une petite parenthèse, l'histoire d'ABC est très simple. C'est que quand je crée effectivement la société de production, et ça rejoint un petit peu ce que vous évoquiez, j'ai des doutes. Je me dis, mais est-ce que tu pars pas dans un délire égotique, pourquoi une boîte de prod, etc. Et un matin, j'allume M6. Et quand j'allume M6, il y a un film avec Ben Stiller qui s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty. Vous pouvez aller voir ce film. Et au moment où j'allume ça, il y a une réplique de Walter Mitty, donc de Ben Stiller, qui est dos à la caméra et qui se retourne et qui regarde la caméra et qui dit, vous savez, dans la vie, ce qui est important, c'est l'ABC. Audace, bravoure, créativité. Énorme. Au moment où j'allume la télé et où je doute, vous voyez l'histoire. Et c'est là que parfois, il y a des synchronicités dans la vie qui sont incroyables. Incroyables. Mais la difficulté, c'est de... Voilà, on va parler d'intuition. C'est-à-dire que c'est une espèce d'évidence, mais dans les secondes qui suivent l'évidence, il y a la machine du doute qui se met en branle quand même. C'est ça le truc. C'est si l'intuition, elle est waouh, c'est nickel, c'est aligné. Les questionnements, ils continuent à suivre. J'imagine comme ça pour la plupart des êtres humains, mais
Mais du coup, voilà, de réussir à calmer le néocortex là, qui s'agite dans tous les sens et qui dit ça va pas marcher, je vais pas y arriver. Ouais. Et voilà, et c'est toujours, peut toujours y avoir des questionnements aujourd'hui sur Ouais. mes pratiques, sur qui je suis, sur comment j'avance. Ouais. Alors aujourd'hui, parce qu'ensuite il a fallu évidemment vous installer, prendre un cabinet, Ouais. et puis avoir le vrai cabinet avec sa plaque Ah ouais, c'était d'hypnothérapeute. C'était magique ça. Ah ouais, Vous vous souvenez de l'instant où vous posez Ah la oui, plaque? oui, bien sûr, je l'ai gardé la plaque. Je l'ai gardé la plaque. Ouais, c'était complètement magique et de dévisser la plaque de notaire mais c'était magique parce que c'est étonnant hein, parce que j'ai un vrai diplôme, un truc. Voilà, diplôme de notaire, hein. Puis j'ai plein de petits certificats qui, a priori, ne valent rien. Qui ne sont pas en tout cas qui sont pas reconnus en tout cas, officiellement comme diplôme. mais qui ont une certitude. Voilà, il y a une certitude à l'intérieur de moi. Et alors, j'ai eu pendant la peur de l'imposteur pendant longtemps, Bien sûr. évidemment. Hein, Vous vous souvenez de la première séance? Du Alors, premier client? au début, c'était avec des copains ou des enfants de copains où je proposais des séances gratos pour tester. Pour lancer, ouais. Ce qui était marrant, notamment avec l'hypnose, c'est que voilà, j'aime bien cette petite anecdote. À la fin d'une semaine de formation, le vendredi soir, juste avant de reprendre le train, Olivier Nockert nous propose une technique d'hypnose de spectacle, en fait, pour faire tomber les gens. Donc voilà, et il nous montre ça, mais en 5 secondes, même pas. Et du coup, moi, je prends le train, je rentre chez moi, puis je vois mes gosses, je dis... on va tester, mais avec la certitude que ça va pas marcher, évidemment. Ouais. Et là, non seulement ça marche, mais le premier s'écroule. Boum. Ah oui. C'est ça le problème, c'est qu'il faut anticiper le fait, parce que... Qui va tomber. Après, oui, c'est ça. Donc, alors ça va, ils sont petits à l'époque, donc... C'est-à-dire qu'en fait, vous ne croyez tellement pas que ça va fonctionner que vous imaginez pas qu'il tombe. C'est tellement énorme. Et même, ils sont allongés par terre, je crois qu'ils blaguent. Donc c'est... non, ça marche vraiment. Alors, après, je l'ai fait un petit peu et j'aimais pas du tout ça parce qu'il y avait un sentiment d'emprise qui me gênait dans le fait de faire ça. Mais le fait de savoir que ça marche et que j'étais capable de le faire et que tout le monde peut le faire parce que c'est juste un enchaînement de quelques gestes, c'était assez bluffant. Et oui, l'imposteur, elle est assez... C'était difficile parce que justement, c'était de passer d'un diplôme reconnu par l'État et reconnu par la société tout entière, en fait, hein, à des diplômes, des certificats qui n'ont pas de réel voilà, assise, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai eu une phrase, je ne sais pas d'où elle m'est venue, mais je me suis dit, mais pour aimer les gens, il n'y a pas besoin de diplôme, en fait. Pour écouter l'autre, pour aimer, pour avoir de la compassion pour ce qu'ils vivent, il n'y a pas besoin de diplôme. Et j'ai eu un cadeau aussi énorme. J'ai fait aucune pub quand je me suis installé. D'abord parce que je ne savais pas comment faire, et puis je suis pas très bon en communication, contrairement à vous. C'est pas mon kiff. Je sais pas trop faire avec les réseaux sociaux. Et assez naturellement, des gens sont venus à moi, des anciens clients en fait, et notamment des gens dont j'étais persuadé qu'ils me détestaient. J'ai eu notamment une femme qui est venue me voir. Je l'ai au téléphone. Alors, je suis pas bon du tout sur ni les noms ni les physionomies, mais je me rappelais très bien d'elle, Madame Intel. Je me rappelais très bien d'elle. J'avais défendu entre guillemets en tant que notaire son mari et elle avait un autre notaire, elle. Et j'ai dit mais pourquoi elle vient me voir quoi? Je veux me faire défoncer. Elle savait que c'était vous? Oui, bien sûr. Et elle me dit, je suis venu vous voir parce que j'ai confiance en vous, parce que vous avez été posé, vous dans le cadre du divorce, voilà, vous n'avez pas fait n'importe quoi. J'ai bien aimé la façon dont vous exprimiez les choses et dont vous preniez soin à la fois de votre client, mais de moi aussi. Je dis, waouh, le kiff! Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai compris que, c'est pas parce que j'empile les diplômes, parce que j'en ai vu des gens avec des diplômes longs comme le bras, qui sont cons comme la lune et qui sont coupés de leur humanité, en fait.
C'est ça Ouais, le drame, c'est que... C'est la phrase que vous prenez quand vous dites la réussite, c'est pas d'empiler des diplômes et de bien gagner sa vie. La réussite, c'est d'écouter ce qui nous fait du bien, d'être heureux et faire ce qui nous fait vraiment vibrer profondément. Bah ouais, de réussir à se connecter à cette vibration-là, et tous les humains l'ont, sauf que nos formations, nos études ont tendance parfois à nous couper de ça, en fait, de cette vibration-là, de ce côté émotionnel. Alors après, je trouve évidemment, Nicolas, que votre témoignage, il est hyper inspirant parce qu'il y a des tas de gens qui vont se retrouver dans votre histoire sur ce conditionnement des peurs que nous avons, de cet engrammage dont on parle régulièrement dans ces émissions en se disant comment on peut se libérer de ça et comment oser. Et puis, il y a aussi ce côté insécure, parfois, cette blessure d'insécurité qui est omniprésente, parce que faire ce grand saut tel que vous l'avez fait, avec les conséquences que ça pouvait avoir, vous avez quand même une famille extrêmement soudée, votre épouse est toujours là, bon, vos enfants sont grands maintenant, donc tout va bien, mais l'argent, vous disiez, l'argent notamment, vous avez divisé par 10 vos revenus. Ouais. Donc ça aussi, le côté se mettre dans une position insécure, c'est compliqué. Je pouvais pas me leurrer, je veux dire, il suffit de taper sur Internet combien gagne un thérapeute. C'est sûr. Vous avez vite la réponse. Hein. C'est sûr. C'est pas la même. On est loin de... C'est combien, combien une séance d'une heure d'hypnose? Alors moi, chez moi, c'est 65 €. 65 €. 55 pour les mineurs ou les gens au chômage, et 65 le tarif classique. Non, évidemment que c'est pas du tout, mais je sais pas encore pourquoi, mais je me suis toujours dit que c'était possible et faisable, et j'ai pas de fortune personnelle, moi. Une fois que j'ai soldé tous mes prêts, il me restait pas grand chose, en fait. Donc il n'y a pas eu cette blessure d'insécurité. Ah si, l'insécurité, elle était, bien sûr, la peur du manque, elle était assez effrayante, hein. Bah ouais, parce que dans mes gènes, il y a quand même le truc de ramener des sous à la maison pour nourrir ce petit, quoi. Donc comment on peut surmonter ça sur le travail thérapeutique, encore une fois, d'aller visiter cette insécurité intérieure. Voilà, j'ai notamment par le biais de l'IFS, puis d'autres thérapies également qui m'ont aidé à faire ça, à aller visiter certaines cryptes intérieures qui, même si tout n'est pas nettoyé, et voilà, c'est de sortir de cette croyance que l'argent apporte de la sécurité. Moi, quand je gagnais très bien ma vie, j'étais très insécurisé, en fait. Et malheureux. Parce que, en fait, du fait notamment du marché de l'immobilier, il y a des vagues, en fait, successives. Alors, les bas sont pas très bas, on est bien d'accord, hein, mais ils vous permettent, quand vous êtes dans le bas, de tout juste payer vos impôts, vos emprunts, et surtout de générer beaucoup de stress. Mais en fait, cette absence de linéarité était très angoissante chez moi. Mais vous auriez pu avoir la même chose, le même principe de vague avec la clientèle. Ouais, bien sûr. Il y a ou il n'y a pas. Bien sûr, mais de toute façon, encore une fois, je ne pouvais pas faire autrement. Oui, c'est sûr. Mais comment vous avez géré ça, alors, sur le fait là, avec la clientèle flippé, C'est vrai, vous avez... J'ai flippé. J'ai flippé. Et c'est toujours pas très simple, je veux dire, d'attirer du monde à soi. Quand on fait des thérapies un peu comme l'hypnose, où les gens ont intégré que c'était des thérapies brèves, en fait. Et moi, la plupart des gens que je reçois, je vais les voir 2, 3, 4, 5, 10 fois maxi, quoi. Je les vois pas pendant 2, 3 ans ou 5 ans comme un psychanalyste ou certains psychologues, etc. Donc, il faut un renouvellement permanent. Sauf que ce renouvellement, il n'est pas facile, en fait. C'est-à-dire que c'est notamment le bouche à oreille qui fait quand même plutôt bien les choses. Mais on est de plus en plus nombreux, ce qui est... j'en suis un peu responsable parce que j'ai aidé pas mal de gens à sortir de métiers un peu comme les miens et à devenir eux-mêmes des thérapeutes. Et moi, j'ai jamais eu de problème avec la concurrence, ça m'a jamais fait peur. Qui sont aussi hypnos? Ouais, tout à fait. Ouais. Je me rappelle de gens qui me disaient t'as fait une étude de marché? Une étude de quoi? Non, mais pourquoi faire une étude de marché? Non, je me sens à ma place avec ce que je fais. Ça n'empêche pas que je puisse avoir des inquiétudes et de me dire waouh, comment je finis mes fins de mois et comment je paye mes charges. Mais c'est plus apaisé, c'est plus tranquille. Mais c'est ça qu'on ressent, c'est de se dire que on a le sentiment que cette tranquillité,
cet apaisement que vous avez et le fait d'être complètement en adéquation et aligné avec ce que vous aimez faire, ça n'a pas de prix en fait. Bah, c'est sûr que d'accueillir les gens, les recevoir et de les accompagner dans la connaissance d'eux-mêmes, dans la prise de conscience de leurs blessures pour les traverser, les transformer, ouais, c'est un cadeau, quoi. Enfin, c'est le plus beau métier du monde. Enfin, y a pas, moi, je sors de séances remplies de gratitude d'avoir pu tendre une main, en fait. C'est tellement... Bah, je trouve qu'il y a... Alors, j'ai pas fait tous les métiers du monde, hein, mais il n'y a pas beaucoup de métiers qui apportent cette... en toute humilité, hein, parce que on va se cogner au bord aussi. Hein, c'est-à-dire que automatiquement, les gens que je reçois et qui sont en face de moi me parlent de moi aussi. Hein. Et quand je mets le doigt sur une problématique que j'ai chez moi, le jour même, il y a quelqu'un qui se pointe et qui me parle du sujet. Ah, mais toujours, en permanence. Donc c'est assez bluffant. Ouais. Donc, mais c'est du coup, ça me met de la lumière sur mes propres tâches aveugles et que je vais m'empresser d'aller visiter, même si voilà, il y a certaines tâches aveugles, il faut des semaines, des mois, voire des années, voire plusieurs vies peut-être pour aller les visiter, les transformer et en faire quelque chose de plus assagi, de plus... Alors le panel d'action sur lequel vous intervenez, donc c'est des séances d'hypnose? Ouais, alors je fais de l'hypnose, je fais de l'IFS. Et puis aujourd'hui, je suis accompagné par mes poneys. J'ai 2 poneys, donc deux chevaux parce que je me suis formé en thérapie à médiation équine, donc équithérapie pour. Voilà, c'est pareil, ça s'est présenté à moi et comme une évidence. Vous faites quoi de l'hypnose sur les poneys? Non, c'est pour aider mes patients à se guérir, à se soigner. Ah. Le cheval est un animal extraordinaire pour nous aider à sortir nos vieilles cryptes bien pourries. Et je l'ai vu, moi, dans ma formation, qui a duré plusieurs semaines et qui a été une... Moi, je connais le cheval uniquement, voilà, parce que j'ai ma fille cadette qui est une cavalière et qui est passionnée par les chevaux. Du coup, j'allais la voir monter. C'était à peu près tout ce que je voyais et je connaissais du cheval, même si j'avais pu faire quelques balades. Et puis là, j'ai découvert le cheval, mais pas comme un outil, comme un allié, en fait. Et du coup, de faire alliance en tant que thérapeute avec un cheval, c'est un côté, mais il y a une magie incroyable. Ça veut dire que vous amenez des clients? Le client vient avec le cheval, choisit quand il y a plusieurs chevaux, le cheval avec lequel il va vouloir travailler. Et là, il se passe des choses improbables et incroyables. En fait, c'est-à-dire que quand on n'utilise pas le cheval comme un outil, mais quand on le laisse être cheval, il va proposer des choses. Alors c'est un super méga support de projection, c'est-à-dire qu'on va projeter sur le cheval des choses qui nous appartiennent. Et du coup, le thérapeute va se servir de ces projections-là, notamment, pour travailler dessus, en fait. Et notamment sur toutes les problématiques liées à la place. Voilà. Est-ce que j'ai une place dans ce monde ? Le cheval va être un super aidant. Moi, j'ai vécu des séances pour moi-même et en formation impression d'être un chevalier adoubé. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'étais à genoux devant un cheval qui pose son... Je suis à genoux, hein, vraiment, hein, mais en larmes, qui pose son museau sur ma tête. Je sens son souffle, sa puissance, en fait. Ah non, mais... Et la vie qui se traverse et qui nous traverse, et une espèce un grand oui, une grande acceptation de la vie, en fait. Et il y a des moments comme ça, absolument merveilleux, incroyables. De grâce. Et c'est difficile parce que c'est difficilement explicable, en fait. Donc, ça fait vraiment partie des expériences à vivre pour les intégrer, parce que beaucoup de gens connaissent les chevaux, voilà, on les caresse, on monte éventuellement dessus. Là, l'idée, c'est tout autre, en fait. C'est de... Voilà, c'est de se connecter à eux et de les laisser proposer des choses. C'est très intéressant parce que la semaine dernière, j'étais avec je suis allé voir des chevaux et ils sont dans leur box. Déjà, on voit la puissance de l'animal. C'est-à-dire qu'il peut vous fracasser en 2 secondes et demie s'il le veut.
Et le fait de s'approcher comme ça, de cette gueule énorme, parce qu'ils sont... C'est Ouais. vraiment imposant, C'est impressionnant. c'est vraiment impressionnant. Et quand vous vous approchez comme ça et que vous posez sa main dessus, c'est indescriptible. Il se passe quelque chose à cet instant-là. Dans son regard, dans sa façon de bouger, dans sa façon de retirer sa tête, dans sa façon... Mais il y a quelque chose. Oui, Il y a une communion qui se crée. On est vraiment dans l'invisible et dans l'intuitif. Enfin, c'est très émotionnel aussi, ce qui se passe. Mais je me rappelle de séances où... parce qu'en équithérapie, en fait, on peut monter sur le cheval. Le but n'est pas d'aller aux allures, ou alors si éventuellement c'est au pas, mais il y a quelqu'un qui tient le cheval. Mais notamment de s'allonger sur la croupe du cheval. Mais j'avais l'impression d'être un bébé. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais... j'avais choisi le cheval. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, alors ? C'est une reliance à mon côté animal, en fait. C'est le bébé qui se reconnecte à la maman. Et sans doute, ça vient réparer des choses qui ne sont pas tout à fait ajustées à l'intérieur. Et il y a une espèce de grand waouh qui se crée. Et le cheval le sent, ça. Ah ouais, parce qu'il ne bouge pas dans ces moments-là, en fait. C'est ça qui est bluffant, c'est que voilà, ils savent. Ils savent, en fait. Comment ils savent, c'est pas grave, on s'en fiche comment ils savent. J'ai vu aussi... Ils sont plus... Voilà, nous, on a un truc qui est notre néocortex, là, notre cortex préfrontal intelligent, qui, certes, est intelligent, mais il nous pourrit bien l'existence, quand même. Et il demande toujours pourquoi, notamment. Le cheval, il se demande pas pourquoi, quoi. Il est en permanence, il est dans l'instant présent. Voilà, il va aider notamment le thérapeute à accepter certains contre-transferts qui sont absolument insupportables. Voilà, des choses vécues par le thérapeute lui-même en lien avec l'histoire du patient. Voilà, un patient qui vous raconte et vous fait vivre son agression. Moi, chez moi, ça faisait naître une colère et une haine vis-à-vis de l'agresseur, en fait. Le cheval prend à la fois soin du patient qui est en train de vivre ce qu'il revit de son agression et du thérapeute lui-même, dire « te dissocie pas, prends soin de ta colère et de ta haine, ok, mais t'engouffre pas dedans, parce que tu vas faire la même chose que l'agresseur, en fait. » Et puis, reste en lien avec le patient. En fait, le cheval va aider à renouer des liens et à se recentrer en permanence, en fait. Jusqu'à, éventuellement, si on n'est pas bien centré, marcher sur le pied du thérapeute, quoi. Histoire de dire, reviens à toi. J'en ai ma jument, elle m'a mis un bon coup de pied aux fesses l'autre jour. Mais voilà, c'est extraordinaire parce qu'elle m'a mis un coup de pied aux fesses, mais elle aurait pu me péter le fémur, évidemment. Bien sûr. Je veux dire, bien sûr. Non, elle a ciblé juste dans le gras de la fesse. J'ai eu et même un poney, hein. Ah ouais, c'est un poney qui fait 350 ou 400 kilos. C'est ça, oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Non, c'était juste, tu vas te bouger là. C'est bon là. Donc en fait, vous arrivez à décrypter ce langage, le langage du cheval. C'est difficile parce qu'il y a la part qui cherche à analyser en permanence alors que ça, c'est vraiment à mettre de côté en fait. C'est qu'est-ce que j'ai à vivre dans l'instant présent? Qu'est-ce que le cheval me fait vivre? De mon insécurité éventuellement, de mon absence de place. Je me souviens d'une séance avec une patiente incroyable que je vois de temps en temps et qui me dit je voudrais essayer l'équithérapie. Et donc on va dans le champ, on travaille et puis je lui demande voilà, comment vous vous sentez. Elle me dit je suis un peu inquiète là, parce que j'ai déjà eu une expérience avec un cheval pour faire de l'équitation et ça s'est pas bien passé, etc. Et mais je sens bien qu'elle est un peu stressée, quoi. Et moi, je lui exprime ce qui se passe pour moi. Et très honnêtement, je me rappelle plus. Et dans la seconde qui suit, alors que mon poney, il était facilement à 15 mètres de nous, en train de brouter tranquillement, il était tourné, il arrive sur elle et il se colle à elle en lui faisant un câlin. Incroyable. Mais il a fait en une seconde. Il lui a foncé dessus, il s'est arrêté.
et c'est blotti. Et avec son encolure, il est venu l'enrouler, en fait. Alors évidemment, elle s'est mise à pleurer. Et elle me dit, mais il me donne ma place, quoi. Incroyable. Alors moi, je me mets à pleurer aussi. Tout le monde pleure. Et je sentais un truc dans le sol, comme une énergie incroyable, quoi. Une énergie de... Ouais, une espèce de canal. Et puis voilà, et puis cheval, il fait ça, puis il se barre. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, bah, puis il va brouter, et puis c'est bon, j'ai joué mon truc, j'ai fait mon truc. Exactement. Mais on a vu, moi j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus aussi, où vous avez des gens qui, par exemple, installent le principe des tables de massage en extérieur. Ah, ça c'est magique. Ils allongent les gens dessus, la thérapeute est à côté, et le cheval arrive et pose sa tête sur le plexus ou sur le ventre de la personne qui vient pour le soin. Ouais, c'est énorme. J'ai fait puissant. ça en formation où je me suis retrouvé, c'est la formatrice qui me propose ça à un moment. On avait un jeu, il fallait que je fasse avancer le cheval. Et le cheval que je choisis, c'est le cheval dominant du troupeau. Le plus espèce relou. de bestiau qui doit faire 600 Le plus kilos. relou. Et un monstre de muscles, quoi. Et il fait pas du tout ce que je lui demande de faire. Et puis moi, ça m'amuse plutôt, quoi, parce que je suis un peu comme ça, de pas vouloir faire ce qu'on me demande de faire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais à un moment, elle me propose de m'asseoir devant lui, en fait. Et ça ne me pose aucun problème. Donc, je m'agenouille devant lui. Puis après, elle me dit, vas-y, pose-toi sur ses antérieurs, donc ses pattes de devant. Et donc, jusqu'à me mettre en boule devant ses deux pattes. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il ne me voit pas. Je suis dans son angle mort, en fait. Il y a sa tête qui est juste au-dessus. Il a des sabots qui sont gros comme les cuisses d'un rugbyman. Donc, il suffit qu'il fasse un pas de côté et il me broie. C'est ça. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là une évidence. C'est pas à toi qu'il faut que je fasse confiance. C'est à moi, en fait. J'ai confiance en moi, là. Il peut rien m'arriver. Parce que mes ressentis du moment, alors c'était aussi accompagné avec la formatrice qui était là, qui me proposait, j'aurais très bien pu dire non en fait. Et j'avais zéro inquiétude. Et je suis resté, je sais pas, 5 minutes comme ça. Il y avait tous les autres élèves avec moi, j'en pleurais. Mais ça veut dire que en fait, le cheval a compris ça. Il a ressenti ça. Ben, je ne sais pas ce qu'il a compris ou ce qu'il a ressenti, mais en tout cas, ce qu'il m'a fait vivre, c'est fais-toi confiance, en fait. Arrête d'attendre d'avoir confiance en moi, puisque c'est pas en moi qu'il faut que tu aies confiance, c'est en toi. Voilà, alors ce chemin-là, il est jamais gagné, en fait. Il se re-questionne en permanence, parce que le bestiau, fait toujours 400 kilos. Je suis allé leur donner des carottes à manger hier. De rentrer dans leur paddock avec les carottes, c'est pas une bonne idée, en fait. Ben non, c'est pas une bonne idée du tout. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialiste des chevaux, en fait. Donc, je découvre. Bien sûr. Autant ma fille, elle se balade avec eux sans aucun problème. Mais... Donc, moi, j'apprends. Et j'apprends comment on apprend, comme quand on apprend quand on fait du vélo en tombant, quoi. Donc, j'apprends qu'il ne faut pas rentrer qu'un saut de carottes dans le paddock des chevaux parce que ils sont... peut être un peu brutaux, quoi. Puis ils ont une mâchoire qui vous arrache la main. Ouais. Sans problème. Sans problème. Non, mais ils sont pas gentils ou méchants, en fait. Extraordinaires. Ils sont pas gentils ou méchants. Ils ont des comportements qui correspondent à leur comportement Et notamment, voilà, pour eux, ils se sentent proies, en fait. Ils sont des proies depuis toujours. Ils ont été exterminés. Donc, leur seule manière de survivre, c'est de fuir. Ça tombe bien pour un gars qui a la blessure du fuyant. Sauf que moi, j'ai plutôt tendance à fuir à l'intérieur de moi. Donc, je me mets encore plus en danger. Et du coup, voilà, faut savoir pouvoir garder toujours un espace pour que le cheval soit en capacité de se barrer et pas de lui enfermer le truc, quoi. Donc, aujourd'hui, vous êtes toujours au même endroit? Toujours dans ce petit village?
Non, non, j'ai déménagé plusieurs fois depuis, et depuis maintenant je me suis installé à la campagne. Je suis pas très loin de Plouer-sur-Anse où j'étais installé. Ma femme est toujours psychologue là-bas. Ok. Donc si on veut vous consulter, on va... Moi, alors je suis à Saint-Hélin, c'est une petite commune à côté de Dinan, à 10 minutes de Dinan. J'ai mon site internet, je suis référencé sur Google. Ça s'appelle le domaine d'Hipponoé. Hipponoé étant une néréide, c'est celle qui connaît les chevaux. Voilà, c'est un lieu magique. Et je me suis créé ce lieu j'ai construit un dôme géodésique. Wow. Donc, où je reçois les gens que j'accompagne, et puis avec les chevaux qui sont autour en fait. Et sur les séances d'hypnose, on peut en faire en visio aussi, vous en faites? Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Oui, j'accompagne. En fait, j'accompagne pas mal de gens aussi à distance parce que c'est mon bouquin qui me permet d'être connu par des gens, alors surtout en national. On va remettre ici le bouquin qui est réédité pour le coup, au courrier du livre. Voilà, j'avais une dame de Vendée la semaine dernière. Qui tombait sur mon bouquin et qui m'appelait, mais donc elle allait pas venir de Vendée pour ça. Et du coup, c'est possible de faire alors pas en équithérapie encore. Non. Mais la visio en équithérapie, c'est pas. Mais en IFS et en hypnose, c'est tout à fait faisable. Voilà l'histoire de Nicolas Lebêtre. Et franchement, le fait d'en avoir fait un livre, je trouve que c'est génial parce que. D'abord, c'est un beau support. Je trouve que c'est un beau produit. C'est assez majestueux, le livre. Et puis, ça retrace évidemment pas mal de votre histoire. Il y a un volume 2. J'aimerais beaucoup. Alors, j'en ai écrit un volume 2, mais qui n'est pas du tout abouti. Faudrait que je m'y replonge pour... Voilà, je trouve intéressant j'avais envie notamment de me questionner sur cette certitude justement en moi qui est apparue en me disant tu vas mourir si tu continues comme ça. Qui est-ce qui a parlé en moi? C'est mon âme, c'est certainement pas mon ego, ça c'est sûr et certain. Ah oui. Et j'avais envie de me questionner là-dessus et d'ouvrir mon débat intérieur sur qu'est-ce qui est... Et on a toujours cette notion de libre arbitre, qu'est-ce qui est déjà écrit, pas écrit. Voilà, ce chemin-là, il était déjà peut-être totalement écrit à l'avance. J'en sais rien, j'aurai jamais la réponse. Si, peut-être le jour de ma mort, où je comprendrai peut-être tout ce jour-là. Mais sans doute qu'il y a plein de passerelles, plein de chemins différents et qu'on va actionner différentes possibilités. Et moi, j'aime bien me questionner et d'ouvrir ma conscience à ce qui se présente. J'essaye au maximum de ne pas me mettre de barrières sur le tout est possible, en fait. Même si je sais que j'en ai plein des barrières. En tout cas, vous êtes un homme heureux. Je kiffe ma vie de thérapeute. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est le plus beau des cadeaux que je me suis fait. Magnifique. Donc, surtout, n'hésitez pas, ne restez pas dans un métier qui vous fait souffrir. La vie... mérite d'être vécu et surtout que c'est quand on commence à aller chercher un peu les choses qu'on se rend compte qu'on a plein de talents en fait et que ces talents-là ils ont juste pas ils sont à l'état de ressources intérieures. Ils étaient là ils ont toujours été là chez l'enfant en fait, sauf que ça n'a pas été actionné, on n'a pas laissé le côté créatif s'exprimer, mais on a tout ça en nous en fait. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Marc. C'était un vrai plaisir. C'était trop chouette. Comme d'habitude, vous allez commenter, vous allez partager bien sûr. Je sais que ça va l'être parce que vous aimez les histoires comme ça. Vous avez maintes et maintes fois eu l'occasion de nous le dire. Donc je suis content de vous faire découvrir Nicolas Lebêtre. Si vous ne connaissez pas son ouvrage, on va vous mettre le lien pour vous le procurer aussi, parce qu'il faut rentrer dans le détail de son histoire. Là, on survole avec les grandes étapes, mais il y a des tas de choses. Et je pensais notamment à la première étude dans laquelle vous allez travailler, qui a quand même une résonance particulière. On l'a pas évoqué, c'est quand même incroyable. C'est énorme. C'est le premier job de notaire qui a été construit par votre grand-père. Alors c'est l'endroit où mes grands-parents habitaient. Où habitaient, c'est ça. Ouais, c'est incroyable quand même. Je pense que la position satellite était la même. Incroyable. C'est-à-dire que la maison où ils ont habité à Rennes a été rasée pour construire des nouveaux immeubles. Et mon bureau était à l'endroit même où... Et on vous donne
Et en plus, ce job-là, il m'a été offert sur un plateau. C'est ça. C'est pas comme si j'avais été frappé à 15 000 portes pour dire j'ai besoin de trouver un poste. Incroyable. Voilà l'histoire de Nicolas Lebète. Merci à tous, commentez, partagez donc, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.